véritable ballet diplomatique ce matin à la présidence de la République. Le chef de l'État a successivement reçu en audience les ministres du SILS en séjour de travail à N'Djamena et le président de la Commission de l'Union africaine. Le Tchad vient d'avoir le quitus de la Fédération internationale de lutte traditionnelle pour organiser le championnat africain de lutte olympique. La nouvelle a été annoncée ce matin. Plus d'une centaine de bœufs sont morts dans le département de Dababa après avoir brouté de l'herbe empoisonnée par des chasseurs de charognards. Des éclaircissements du secrétaire général du ministère du Développement pastoral dans ce journal. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Nous ouvrons ce journal par un message du chef de l'État à son Excellence M. Abdelaziz Bouteflika, président de la République algérienne démocratique et populaire. Monsieur le Président et chers frères, la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de votre beau et grand pays m'offre l'agréable opportunité de vous adresser au nom du peuple tchadien, du gouvernement et en mon nom propre nos très vives et chaleureuses félicitations. Je saisis cette heureuse occasion pour me féliciter de l'excellence des relations d'amitié et de coopération qui existent entre nos deux pays et vous assurer de ma pleine disponibilité à œuvrer encore davantage au développement et au raffermissement de ces relations au bénéfice commun de nos deux peuples frères. En vous réitérant mes sincères souhaits de bonne santé, de bonheur et de paix pour vous-même et pour le peuple frère algérien tout entier, je vous prie de croire, Monsieur le Président et chers frères, en l'assurance de ma très haute et fraternelle considération. Signé Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, chef de l'État. Le président de la République, Idriss Déby Itno, a reçu successivement en audience ce matin les ministres du SILS en séjour au Tchad pour la 47e session ordinaire des ministres de la dite institution et le président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. La quintessence de ces deux audiences dans ce compte-rendu signé Nassour Moudjiti. Après le report à une date ultérieure de la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du SILS, initialement prévu du 4 au 5 juillet, les ministres sont venus ce jeudi au palais présenter les résultats de leur 44e session au président de la République, Idriss Déby Itno, président en exercice du SILS. Le chef de l'État a félicité les ministres pour les conclusions satisfaisantes de leurs travaux. Nous constatons que le SILS, ces dernières années, a fait un grand progrès dans pas mal de domaines, dans le domaine de la gouvernance. D'abord, ses finances sont bien gérées. Dans le domaine technique, les préventions sur la situation alimentaire, sur la pluviométrie et sur les campagnes agricoles sont tenues à jour et les États en sont informés régulièrement. Et le président nous a aussi fait l'honneur de faire le tour d'horizon de la situation générale que nous connaissons. La crise malienne, c'est le motif de l'audience qu'accordait le chef de l'État au président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping. Le président de la Commission de l'Union africaine est lui aussi venu rendre compte des audiences que lui ont accordées les présidents algériens et mauritaniens et les autorités soudanaises. Tous ces entretiens ont porté sur la crise malienne, tout en se félicitant de la démarche entreprise par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, et l'Union africaine. Le chef de l'État a encouragé Jean Ping à continuer sa démarche. Vous savez que le Mali connaît une situation extrêmement difficile avec le coup d'État à Bamako et la déclaration de l'indépendance au nord du Mali. Je suis venu expliquer au président la situation qui prévaut actuellement au Mali et les décisions qui sont en train d'être prises. La paix que le chef de l'État, Idriss Déby Itno, désire pour le Tchad, il la souhaite aussi pour toute l'Afrique. C'est pourquoi il a toujours œuvré pour le maintien de la paix dans la sous-région et en Afrique. Le chef de l'État a également reçu en audience ce midi le directeur de l'agriculture et du développement de la BID, Banque islamique de développement, Demba Ba. Il est porteur d'un message du président de la BID au président de la République. Le compte rendu de cette audience porte la ceinture de Ahmad Absakin Yerima. C'est un message de fraternité et de soutien du président du groupe de la Banque islamique de développement BID, Dr Mohamed Ali, que Demba Ba a transmis au président de la République, Idriss Déby Itno. La Banque islamique de développement est l'un des principaux partenaires du Tchad. Elle finance de nombreux projets socio-éducatifs.
C'est justement de ces nombreux engagements financiers et leur niveau d'évolution que le directeur de l'agriculture et du développement rural de la BID est venu informer le chef de l'État. Les tableaux des projets déjà engagés est réluisant. Il annonce une coopération fructueuse entre l'institution financière et le Tchad. La BID a des projets en cours au Tchad, mais nous allons présenter à notre conseil d'administration le projet de développement des périmètres irrigués et de développement rural intégré du Chari-Logon, qui est prévu au mois le 16 juillet pour être approuvé par notre conseil d'administration pour un montant d'environ 36 millions de dollars. Le directeur de l'agriculture et du développement rural de la BID était venu à N'Djamena pour représenter son institution à la 16e conférence des chefs d'État et de gouvernement des pays membres du SILS. Demba Ba s'est déclaré très réjoui des marques de coopération entre le Tchad et son institution. Le Premier ministre Emmanuel Nadingar a reçu cet après-midi une délégation de partenaires techniques et financiers du SILS conduite par Luc Ngakadja, secrétaire exécutif de la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Au cours de cette audience, il a été surtout question de la coopération entre le Tchad et les partenaires au développement. Ramad Daye Hassan nous en dit plus. Les poules des partenaires techniques et financiers du comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS, conduit par Luc Ngakadja, secrétaire exécutif, la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification est venue exprimer au Premier ministre Emmanuel Nadingar la disponibilité des partenaires de renforcer le partenariat avec le Tchad. Selon ces différents partenaires, le Conseil des ministres des pays membres de cette organisation sous-régionale, dont les travaux se sont achevés en N'Djamena, leur a permis d'identifier des solutions idoines pour répondre à un certain nombre de problèmes dont le SILS est confronté. Il s'agit des défis et des enjeux. Le chef du gouvernement a relevé que le Tchad a besoin de soutien et appui des partenaires au développement pour répondre aux menaces qui pèsent sur le lac Tchad qui fait vivre plus de 30 millions de populations de la sous-région. Le secrétaire exécutif de la CNLCD, Luc Ngakadja, met l'accent sur le renforcement de la coopération internationale. Nous avons parlé aussi des dynamiques pour qu'au niveau de la coopération sous-régionale, que les préoccupations et les problématiques de sécurité alimentaire, de changement climatique et de développement puissent être renforcées. Pour sa part, la gestionnaire du programme régional de l'Afrique de l'Ouest et du centre de l'Agence canadienne de développement international, Amélie Bordelot, exprime l'engagement et l'appui de son institution. Les partenaires ont déjà exprimé leur engagement et leur appui important en faveur du SILS. Le dernier intervenant est le représentant résident de la Banque africaine de développement au Tchad, le professeur Sir Diena Wembou, annonce également la mobilisation de fonds dans le cadre de la coopération BAD-SILS. Nous pensons pouvoir mobiliser environ 392 millions de dollars dans le cadre de notre coopération avec le SILS. Le pool de partenaires techniques et financiers a été accompagné à la primature par le ministre coordinateur du SILS, le ministre de l'Agriculture et de l'Irrigation, Jimé Adoum, et du secrétaire exécutif du SILS, Aluseni Bretidou. Comme vous le savez, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, a représenté le Tchad à la 23e session annuelle du Forum Crans-Montana tenu en Azerbaïdjan. En marge de ce forum, le ministre de l'Information et de la Communication a rencontré plusieurs personnalités. La synthèse de ces rencontres avec Adam Abdelkader. Le porte-parole du gouvernement tchadien était accompagné à Bakou de plusieurs personnalités, parmi lesquelles le directeur général de l'autorité de régulation du secteur pétrolier. Bokar Mustafa, puisqu'il s'agit de lui, a saisi l'occasion pour présenter l'immense potentialité qui regorge le Tchad, invitant ainsi les investisseurs à venir explorer le sous-sol tchadien. En marge des travaux de ce forum, le ministre de l'Information et de la Communication a eu un entretien avec l'organisateur du forum Crans-Montana, Jean-Paul Carteron. Ce dernier a félicité les autorités tchadiennes, en particulier le chef de l'État, pour les efforts consentis afin de porter la voix et l'image du Tchad de par le monde. Ensemble, ils ont évoqué la possibilité d'organiser un forum international sur les nouvelles technologies de l'information et de la communication au Tchad d'ici à la fin de l'année. Sur le chemin de retour à Paris en France, le ministre de l'Information et de la Communication, Hassan Sila Bakari, accompagné de l'ambassadeur du Tchad auprès de la République française, Hissène Brahim Taha,
a rencontré le président directeur général de Canal France International ainsi que l'ambassadeur de l'audiovisuel extérieur français. Au menu de leurs échanges, le passage du Tchad au tout numérique, la création d'une école de journalisme au Tchad et le recyclage du personnel de la communication. Enfin, c'est avec un groupe d'investisseurs tchadiens vivant en France que le ministre de l'Information et de la Communication a échangé. C'était une occasion pour le porte-parole du gouvernement d'inviter ses compatriotes à rentrer pour contribuer au développement du pays. La ville de Faya-Largeau dispose désormais d'un plan d'urbanisation. C'est un plan d'aménagement qui prend en ligne de compte l'extension et la restructuration de la ville. Pour la circonstance, le ministre de l'Aménagement du territoire et de l'urbanisation a effectué une descente à Faya. Un reportage de Doba Robert. Les travaux d'aménagement de la ville de Faya sont achevés. Axés sur 3 grandes actions d'urbanisme menées par le pouvoir public, les travaux d'aménagement de la ville de Faya tiennent compte de la restauration du noyau urbain intégrant le réarrondissement de certaines rues. Des sites pour la construction de structures socio-éducatives sont aussi identifiés. Dans la nouvelle ville, les bâtiments administratifs vétustes sont à reconstruire. Il s'agit entre autres de l'administration centrale, des logements administratifs, des délégations régionales des différents ministères, du palais de justice, de la place publique et de la maison d'arrêt. Pour renforcer et valoriser les potentialités socio-culturelles dont regorge cette ville, des réflexions sont aussi menées pour accompagner le gouvernement de faire de Faya une ville à 2 ossatures jumelles. La première sera un port traditionnel pour préserver les vestiges de l'actuelle ville, notamment son histoire, ses valeurs culturelles et civilisationnelles. La seconde, une ville moderne, et c'est ici qu'elle naîtra. Un projet apprécié par les natifs du Borkou. Faya a eu ce matin, pour ainsi dire terre à terre, sa carte d'identité en tant qu'entité habitable et en tant que ville. En tant que technicien, j'ai vu le travail qui a été fait, un travail remarquable dans un laps de temps et un travail qui a été fait avec le concours des populations, des chefs traditionnels, des autorités locales, avec tout le monde. En recevant les conclusions des travaux d'aménagement de la ville de Faya, le ministre de l'Urbanisme souligne que le gouvernement tchadien nourrit de grandes ambitions pour toutes les villes du pays. Ce travail étant fait, la seconde phase vise maintenant à élaborer des projets de construction de la ville de Faya et de la mise en place de tous les équipements indispensables à une ville. Faisant d'une pierre 2 coups, le ministre de l'Aménagement du territoire a profité de son séjour à Faya pour mettre en terre un plan. Un acte qui sera suivi par certains membres de la délégation. Le Tchad a reçu l'avis favorable de la Fédération internationale de lutte pour organiser la 32e édition du championnat africain de lutte olympique et traditionnelle. La nouvelle vient d'être donnée par le conseiller technique itinérant pour les luttes associées qui se trouve actuellement à N'Djamena. Plus de détails avec Innocent Kilayou. C'est pour la 3e fois consécutive que Didier Favori, le conseiller technique itinérant pour les luttes associées, est arrivé au Tchad. L'expert de la Fédération internationale de lutte associée est venu en mission d'inspection. Il y a eu un petit raté l'année dernière. Il y a eu aussi un petit problème de date, c'est-à-dire que comme c'était l'année olympique, il fallait faire un championnat au mois de février et c'est vrai que la date était un petit peu courte par rapport à ce que l'on demandait dans le cahier des charges. Charge de revanche, la ténacité des Tchadiens, comme on le connaît, puis du président de la fédération, ont démontré qu'ils avaient réellement cette volonté et la FILA bien sûr leur a accordé et je suis venu pour leur dire qu'ils avaient le championnat d'Afrique. Pour le ministre de la Jeunesse et des Sports, Aïkal Zakaria Bendibrin, le Tchad respectera le délai de l'organisation du championnat d'Afrique de lutte olympique et traditionnelle que la FILA vient de lui accorder. On a envoyé une équipe du ministère et de la Fédération tchadienne de lutte associée. Ils sont partis rencontrer les cadres de la Fédération internationale de lutte associée pour que le championnat doit se passer au Tchad le 32e. Pour cette raison, M. Didier a passé pour regarder un peu les infrastructures, même le palais de sport. Après la visite des infrastructures sportives, le contrat d'organisation du championnat d'Afrique de lutte olympique et traditionnelle a été signé entre le président de la Fédération tchadienne de lutte et l'expert de la FILA. Dans le contrat d'organisation de cette compétition,
Le Tchad doit verser une caution de 1 500 000 francs CFA à la Fédération internationale de lutte associée avant l'organisation du championnat. La politique nationale de lutte contre le VIH-Sida est au centre d'un atelier qui se tient au CEFOD. Cette politique vise à outiller les travailleurs des techniques de prévention contre le VIH-Sida. Les détails avec Noubadoumbaï Talomati. Le ministère de la fonction publique et ses partenaires valident le projet de la politique nationale de la lutte contre le VIH-Sida dans le milieu du travail. La validation de ce projet va permettre au ministère et ses partenaires de jeter de nouvelles bases pour stopper la progression de cette pandémie. Selon les acteurs du monde du travail, le VIH-Sida constitue des menaces sérieuses et handicape le développement socio-économique du pays. Un avis aussi partagé par le représentant du Bureau international du travail qui précise que la validation de cette stratégie de lutte permet d'harmoniser les actions en riposte contre ces fléaux. Le gouvernement de la République du Tchad a fait de la lutte contre le VIH-Sida une des priorités et l'a intégré dans son cadre stratégique et son programme national de développement de la santé. Le chef du département de la fonction publique apprécie l'effort des partenaires dans ces domaines. Face à cette situation, le Tchad s'est engagé très tôt à y apporter des réponses. Son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, s'est investi personnellement en décidant de la gratuité des soins aux personnes vivant avec le VIH. Le ministre invite aussi par ailleurs les participants à donner le meilleur d'eux-mêmes car le développement économique du pays dépend de la bonne santé des travailleurs. Un véhicule d'une capacité de 7,5 tonnes équipé d'un dispositif isothermique permettant de conserver la fraîcheur a été mis ce matin à la disposition de la centrale pharmaceutique. Ce véhicule est destiné à assurer l'approvisionnement en médicaments et en produits de santé des structures de prise en charge des personnes vivant avec le VIH-Sida. C'est le secrétaire général du ministère du Plan, de l'économie et de la coopération internationale, Bachar Brahim Adoum, qui a remis officiellement les clés du véhicule à Hissène Tahir Sougoudi, directeur général de la centrale pharmaceutique représentant le secrétaire général du ministère de la Santé. Une occasion pour le secrétaire général du ministère du Plan d'affirmer que ceci est la concrétisation des promesses du gouvernement et des partenaires dans le cadre de la lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, mais surtout le suivi des personnes infectées. Les travaux de validation du rapport périodique du Tchad sur les droits civiques et politiques ont pris fin hier soir au CEFOD. L'atelier de validation du dit rapport s'est déroulé à Etena, à 30 km à la sortie sud de N'Djamena. Le point sur cet atelier avec Adef Ahmad Ben Rama. La retraite des réflexions dans la localité de Etenan a été concluante pour les membres du comité de suivi des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. La validation du rapport périodique du Tchad sur les droits civils et politiques a bénéficié des amendements et des propositions émanant de tous les acteurs, ce qui permettra au Tchad de présenter un document de qualité à l'ONU, comme quoi le Tchad est un pays de droit et respecte les conventions ratifiées, comme l'ont rappelé les responsables en charge du département et leurs partenaires. Dans les recommandations formulées, les participants demandent au président de la République de veiller au respect des instruments internationaux en matière de droits de l'homme. Au ministère des tutelles de prévoir dans son budget annuel une ligne pour le comité de suivi et aux partenaires de poursuivre avec leur appui multiforme. En réponse à ces recommandations, la ministre des droits de l'homme et des libertés fondamentales a rassuré le comité de l'appui du gouvernement, car selon elle, les rapports en question retiennent l'attention des plus hautes autorités. La soumission des rapports périodiques du Tchad en matière de droits de l'homme figure en priorité dans l'engagement de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, dans son mandat en cours. Le gouvernement vous exhorte donc à vous engager constamment pour maintenir les caps dans la rédaction des autres rapports afin de les transmettre au comité de droits de l'homme conformément au calendrier défini. Le rapport périodique du Tchad sur les droits civils et politiques sera soumis à un dernier examen avant son adoption par le gouvernement.
Ce matin, les étudiants de l'université de N'Djamena ont pris d'assaut le rectorat pour contester la procédure de distribution des ordinateurs octroyés par le chef de l'État. Le rectorat opte pour une distribution basée sur le genre et l'excellence. L'Union des étudiants du Tchad souhaite que la priorité soit accordée aux étudiants des niveaux 4, 5 et doctorat. Un reportage de Elvis Tabou. Face à l'équation comment distribuer 6500 ordinateurs à 21 000 étudiants, enseignants et apprenants ont une même approche. Mais lorsqu'il s'agit de définir qui est prioritaire à l'université de N'Djamena, ils ne parlent plus le même langage. Dans la cour du rectorat, pris d'assaut par les étudiants, le commissaire de police essaie tant bien que mal d'apaiser les esprits. Il exhorte les étudiants à ne pas se livrer à des actes qui pourront leur être préjudiciables. Depuis que ces ordinateurs ont été offerts aux étudiants, nous avons travaillé de concert avec le rectorat. Nous avons trouvé d'un commun accord une clé de distribution, celle de commencer par l'ordre décroissant, comme les ordinateurs étaient en nombre insuffisant. Et la commission a travaillé, on s'était tombé d'accord sur le calendrier mettant de distribution. Grande était notre surprise hier, le rectorat fait sortir un autre communiqué pour balayer d'un revers de main ce qui a été établi par les étudiants et le rectorat d'un commun accord. Une position que le collectif des étudiants de niveau 1 et 2 ne partage pas. Il opte pour la clé de distribution retenue par l'administration de l'université de N'Djamena. Clé de distribution basée sur le genre et l'excellence. Pour le recteur de l'université de N'Djamena, le quiproquo provient du fait que les étudiants n'ont pas une position claire. Ceux de Farcha proposent quelque chose, ceux d'Ardeb Djoumal une autre, et au niveau d'Ardeb Djoumal, les deuxième années et les premières années qui se sentaient exclus, n'est-ce pas, en proposent d'autres. Au vu de cela, il nous revenait de devoir de décider en tant qu'autorité de l'université de N'Djamena, en adoptant l'excellence et le genre. Ces ordinateurs sont stockés dans une salle du rectorat de l'université de N'Djamena. Le chef de l'État a en effet promis de relever le pari, un étudiant, un ordinateur. Les 6500 ordinateurs ne constituent que la première vague. D'autres ordinateurs sont attendus. Les nouveaux membres du bureau du SINEX, syndicat des enseignants du supérieur, ont été installés ce matin. Ce bureau est issu des élections de juin 2012 lors du 5e congrès ordinaire du SINEX. Les détails avec Anastasie Bissi. Les membres du nouveau bureau exécutif du syndicat national des enseignants et chercheurs du supérieur SINEX sont installés dans leurs fonctions. Il s'agit du bureau élu lors du 5e congrès tenu en juin qui a pour mission principale de défendre et revendiquer les intérêts du corps enseignant, se veut aujourd'hui une institution dynamique et respectable. En effet, l'institution n'a pas de structure représentative depuis octobre 2011 pour des raisons de procédure administrative. Pour le président sortant, Nassar Madinga Lingam, la mission assignée au nouveau bureau est immense. Il appelle à plus de vigilance et d'ardeur dans le travail. Le président entrant, Madinda Yambadje, conscient de la tâche qui l'attend, promet de poursuivre la lutte. Que le bureau exécutif national issu du 5e congrès ordinaire est un organe représentatif et le seul interlocuteur habilité à parler au nom des membres du SINEX. Il inscrit dans son programme d'action les préoccupations ci-après. La mise en place de toutes les structures prévues dans les textes statutaires et réglementaires du SINEX, notamment le Conseil national syndical et le Conseil de surveillance. La mise en œuvre des recommandations du 5e congrès ordinaire. L'assurance d'un dialogue constant, sincère et franc avec tous les partenaires du SINEX. Ce nouveau bureau exécutif du SINEX a un mandat de 3 ans renouvelable. Qu'est-ce qui se passe à Delimé? Dans cette localité située à 70 km de Bokoro, plus d'une centaine de bœufs sont morts après avoir brouté l'herbe empoisonnée par les chasseurs de charognards. Le malheur des éleveurs en transhumance dans le secteur a commencé samedi dernier. Un reportage de Ali Ibrahim Suleiman. Dilémé, une localité située dans le centre du pays, à 70 km de Moïto. Les éleveurs traversent des moments terribles et des journées noires. Depuis samedi dernier, un poison ravage sans merci leur cheptel. Ils sont en fait
victimes de la méthode de chasse des charognards pratiquée dans la région. C'est un champ maudit. En principe, voyant tous ces cadavres, on devrait les incinérer et puis les enfuir pour éviter les éventuelles mortalités. Le gouvernement, s'il y a une possibilité ou bien une autre, par quels moyens ils doivent être soulagés un peu pour subsister à leurs besoins. Ici, dans ces ferriques, les pertes sont énormes. Certains éleveurs ont presque perdu l'essentiel de leur cheptel. Et quelques jours après, la colère et l'incompréhension règnent toujours. Depuis samedi, nous vivons dans l'obscurité. Rien n'est plus choquant de voir la race de plus de 500 bœufs le vendredi soir à l'enclos du ferry. Et après quelques heures seulement, le scandale et une mort fatale est inévitable. Est-il normal d'empoisonner toute une zone de pâturage à cause d'un seul charognard? Le cri d'alarme des éleveurs est relayé par le député de Bahar al-Ghazal, Ali Kouloutou Chaimi. Je voudrais d'abord déplorer cet accident. Cet accident est lié dans la sous-préfecture de Moïto, département de Baba, sur nos ressortissants qui sont en transhumance dans la région de Hadar Lamis. Donc nous en appelons très rapidement au gouvernement tout entier, aux organisations internationales et des personnes de bonne volonté de voler au secours de ces victimes. À l'exemple du député Ali Kouloutou Chaimi, les victimes sollicitent de l'aide alimentaire et sanitaire du gouvernement. Au ministère du Développement pastoral et des productions animales, des mesures sont déjà prises. La délimitation de la zone intoxiquée et l'interdiction de toutes sortes de ventes de viande. Il en reste qu'à identifier le coupable pour répondre de ces actes. Cette situation est donc produite à 70 km de Moïto. La situation n'a pas laissé indifférent le ministère du Développement pastoral et des productions animales qui a dépêché une équipe sur le terrain. Ce matin, le secrétaire général du ministère a fait un point de presse par rapport à cette situation. Voici ses propos. Les investigations tant épidémiologiques que les examens cliniques des animaux malades nous ont permis de conclure que ces animaux ne sont pas morts de pathologies infectieuses ni parasitaires, mais d'intoxication. En effet, les enquêtes faites au niveau des populations locales, des éleveurs concernés, des autorités administratives ainsi que les commémoratifs recueillis nous ont permis de nous engager sur la piste d'une intoxication due à des produits toxiques utilisés par des personnes d'origine inconnue qui ont séjourné dans la région pendant un certain temps, il y a de cela 2 mois. Ces individus ont utilisé comme appât empoisonné l'âne pour capturer les charognards qui viennent manger, et lorsque ces charognards meurent, eh bien, ils prélèvent les têtes pour les convoyer vers le Nigeria. À la faveur de la saison des pluies tombantes, le poison ainsi utilisé a diffusé dans la nature, maudissant ces champs, et c'est ainsi que les éleveurs qui sont arrivés sur ces parcours ont connu ces casses. D'ores et déjà, des mesures de prophylaxie sanitaire efficaces et appropriées ont été prises par nos services de terrain, auprès desquels nous venons de dépêcher ce matin une mission de l'équipe centrale, notamment la délimitation de la zone incriminée, l'interdiction de pâturer sur ces zones, l'interdiction de vendre sur les marchés de la zone des viandes séchées et même des viandes fraîches, de même que des prélèvements de sol, d'eau, de pâturage et de sang ainsi que de viande de cadavres ont été faits et envoyés au laboratoire de recherche vétérinaire et zootechnique de Farsha pour les diagnostics toxicologiques nécessaires. Nous avons également saisi les plus hautes autorités de la République d'une fiche pour demander qu'une assistance soit faite à ces éleveurs en détresse au jour d'aujourd'hui pour avoir perdu l'essentiel de leur cheptel. Le maire du
8e arrondissement de la ville de N'Djamena a visité ce matin sa circonscription administrative. Objectif de cette visite, apprécier les travaux d'évacuation des eaux de pluie. Un reportage de Marale Josephine. La saison de pluie est de retour et avec elle les soucis pour la population. Dans le 8e arrondissement, les habitants des quartiers d'Iguel, Ngabo et Ndjari éprouvent déjà d'énormes difficultés. Les rues sont inondées et impraticables. Il faut des voies de canalisation afin d'évacuer les eaux stagnantes de ces différents quartiers. Cette deuxième sortie de la mer du 8e arrondissement est une occasion toute indiquée pour s'assurer de l'état d'avancement des travaux de drainage des eaux par l'entreprise de construction chinoise, mais également compatir avec la population. C'est presque tous les quartiers sont inondés, il n'y a pas de passage. La population souffre. Chaque matin, on reçoit des doléances. C'est la raison pour laquelle on dit vraiment aujourd'hui, quel que soit Alpha, même si nous n'avons rien à main, il faut aller vers eux. Au lieu de les faire venir, il faut aller discuter avec eux pour voir leurs difficultés. La maire du 8e arrondissement s'est dit préoccupée par la situation que vit la population de sa commune et déplore le manque de moyens matériels conséquents. La maire du 8e arrondissement, Fatime Mahamad Sitiri, demande aux habitants de sa commune d'être exemplaires en matière d'hygiène, car, dit-elle, leur santé en dépend. Bouclons cette édition par la lecture de ces décrets. Décret portant nomination d'un premier conseiller à l'ambassade du Tchad à Pretoria, en Afrique du Sud. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères et de l'intégration africaine, décrète. Article 1er, Baba Togmia est nommé au poste de premier conseiller à l'ambassade du Tchad à Pretoria, en Afrique du Sud, en remplacement de M. Hassan Adam Hadji, appelé à d'autres fonctions. Article 2, l'intéressé bénéficiera de tous les droits prévus par le décret numéro 570 du 23 avril 2012 définissant les dispositions et fixant le régime de rémunération des personnels diplomatiques, consulaires et de chancellerie à l'étranger. Article 3, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 5 juillet 2012, signé Idriss Déby Itno. Décret portant rappel définitif des agents diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine, décrète. Article 1er, les agents diplomatiques et consulaires du Tchad à l'étranger, dont les noms ci-après sont définitivement rappelés. Ambassade du Tchad à Ouagadougou, Burkina Faso, Madame Fatime Al-Gadi, attachée culturelle, ambassade du Tchad à Alger, en Algérie, donc, M. Hamid Abdelmajid Isaï, premier conseiller. Ambassade du Tchad à Berlin, en Allemagne, M. Ayoub Mohamed Ahmad, premier secrétaire. M. Bachar Mohamed Hagar, attaché. Ambassade du Tchad à Addis Abeba, en Éthiopie, colonel Abdoulaye Kondé, attaché de défense. Consulat du Tchad à Lagos, au Nigeria, M. Ratib Idriss, attaché consulaire. Consulat du Tchad à Jeddah, M. Djouma Mahaden Ali Oubey, attaché. Les intéressés bénéficieront de tous les droits prévus par le décret numéro 570 du 23 avril 2012 définissant les positions et fixant le régime de rémunération des personnels diplomatiques, consulaires et de chancellerie à l'étranger. Article 3, le ministre des Affaires étrangères de l'intégration africaine et le ministre des Finances et du Budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 5 juillet 2012, signé Idriss Déby Itno. Décret portant nomination de M. Betour Naoumankor Taondo Mangoyo, chef de canton de Bessara, sous-préfecture de Moïsala, département de Barsara, région du Mandoul. Le président de la République, chef de l'État, président du Conseil des ministres, sur proposition du ministre de l'Administration du territoire et de la décentralisation, décrète, article 1er, M. Betour Naoumakor Tando Mankoyo est nommé chef de canton de Bessara, sous-préfecture de Moïsala, département de Barsara, région du Mandoul, en remplacement de son défunt père, Doumakor Tando.
Article 2, le chef de canton est assisté d'un secrétaire et 10 gommiers. Il bénéficie des allocations mensuelles fixées par le décret 537 du 6 juin 2011 suivisé. Le secrétaire et les 10 gommiers bénéficient des rémunérations mensuelles fixées par le décret 536 du 6 juin 2011 suivisé. Article 3, le ministre de l'administration et le ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret qui prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistré et publié au journal officiel de la République. Fait à N'Djamena le 5 juillet 2012, signé Idriss Déby Itno. Voilà, c'est donc avec la lecture de ces décrets que nous mettons un terme à cette édition. Passez une excellente soirée. Je vous retrouve demain à 16h et à 20h. Au revoir.